Bonsoir à tous, bienvenue ici pour cette émission spéciale en direct du sommet du Grand Paris sur Public Sénat et la Tribune sur la question de l'amélioration du cadre de vie, une priorité pour tous avec 4 invités. Je souhaitais tout d'abord accueillir Patrick Ollier, président de la métropole du Grand Paris. À ses côtés, la vice-présidente qui notamment gère toutes ces questions de l'environnement, de la question de la nature, Antoinette Gull. À votre gauche, Rémi Diacolé, le directeur régional de Vinci Immobilier. Et enfin, Robert Rivaton, connu sur ces questions justement de la ville et économiste et auteur de La Ville pour tous. Patrick Ollier, bienvenue dans ce sommet du Grand Paris. On a souhaité aborder la question du cadre de vie, qui est une priorité, bien entendu, pour la métropole. Un enjeu parce qu'aujourd'hui, quand on interroge les franciliens, mais aussi tous les habitants de la métropole du Grand Paris, la question du cadre de vie est essentielle pour l'attractivité de cette métropole. Si l'on devait peut-être tirer le bilan, par exemple, de quelques actions qui ont été très fortes ces dernières années, je parle notamment au moment où vous avez lancé la ZFE, mais encore toute la question environnementale sur Inventons la métropole. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la fois dans ce qui a été réalisé en cette fin de mandat 2020, et puis surtout vos enjeux et vos priorités. Si vous deviez retenir 3 priorités pour ce début de mandat pour tous les maires du Grand Paris à l'échelle de la métropole, quelles seraient ces priorités? Je commence par les priorités ou je commence par les projets? Bon, je vais commencer par les projets. Car ce que j'ai entendu tout à l'heure me conduit à réagir. Le cadre de vie, qu'est-ce que c'est le cadre de vie? Le cadre de vie, c'est le confort de ceux qui vivent sur un territoire identifié. Le cadre de vie. Et la métropole, avec l'ensemble de ses forces vives, a pour souci de préserver le confort de vie des personnes, des métropolitains, 7 200 000 habitants. Préserver, mais surtout, plus encore que préserver, créer. Créer un confort qui n'existe pas, c'est-à-dire rééquilibrer les territoires de la métropole, de telle sorte que ce confort de vie, ce cadre de vie, soit aussi attractif, comme vous venez de dire, à l'est ou à l'ouest de Paris ou dans le centre de Paris. Donc c'est une des premières missions de la métropole. Et c'est pour ça que nous avons mis en place cette gouvernance partagée, au-delà des convictions politiques des uns et des autres, qui font que nous nous retrouvons comme les 5 doigts de la main pour conduire ce genre de projet. Alors juste une idée pour les projets. Tout à l'heure, j'entendais parler de la construction. Le cadre de vie, c'est aussi l'urbanisme, c'est aussi l'architecture, même si c'est également l'environnement, etc., etc. Et je suis surpris qu'on ne parle pas du concours Inventons les métropoles du Grand Paris, qui a été le plus grand, et qui est le plus grand concours d'Europe, même peut-être du monde, d'architecture et d'urbanisme, et qui produit quand même 30 000 logements, 2 600 000 mètres carrés à construire, soutenu par 10 milliards d'euros d'investissement privé, métropole mais pas un sou, et nous avons achevé, là, depuis que le concours a été lancé il y a maintenant 2 ans et demi, nous avons achevé les jurys il y a à peu près 9 mois, et les premiers permis de construire commencent à être signés. Alors je ne veux pas dire que c'est bien que ça se passe parce qu'il y a le Covid, mais c'est vrai que pour le plan de relance que l'État veut lancer, pour le plan de relance de la métropole, c'est une bonne chose que les permis de construire commencent à être signés. Parce que ça veut dire que les travaux, pour la plupart, vont commencer l'année prochaine. Et que tout à l'heure, j'entendais parler le président des entreprises de l'Essonne, qui parlait de 3 à 4 mois de vue de chantier. Eh bien là, nous allons donner 3 à 4 ans de travaux pour ces 2 600 000 mètres carrés à construire. Et que ces coups de pioche qui vont être lancés l'année prochaine, ces 10 milliards d'euros qui vont alimenter ces 77 projets dans 70 villes différentes, ce sont des projets d'une audace architecturale exceptionnelle qui vont marquer réellement la création de la métropole en tant que telle. Voilà, je ne veux pas aller plus loin dans ce domaine, mais alors vous parliez de l'environnement, je termine là-dessus, puis Antoinette pourra reprendre après, parce qu'elle s'occupe de ces problèmes-là au niveau de la métropole. La ZFE, la zone faible émission qu'on a créée, c'est du quotidien, c'est du réel. Et 6 600 morts par an à cause des particules fines dans l'aire métropolitaine, ça implique que les élus se donnent à fond pour trouver des solutions. Et la ZFE concerne 80 villes à l'intérieur du périmètre de la A86. Et ces 80 villes qui ont créé la ZFE vont voir en 2021, milieu de l'année ou fin de l'année, les PV commencer à être créés
pour justement sanctionner ceux qui, vignette 4, vignette 5, rentreront dans cette zone à faible émission qui leur est interdite pour justement éviter ces 6500 morts. Voilà, donc c'est de l'action quotidienne, nous sommes dedans. Et l'État est en train de nous aider, je termine là-dessus, pour qu'on puisse aider les plus défavorisés à acquérir des véhicules propres, parce que les microcrédits va être mis en place. On a eu l'accord de Bruno Le Maire, qui était là ce matin d'ailleurs, et les choses sont en train d'avancer à grands pas. Voilà, c'est une grande satisfaction pour nous. Je crois que les médias sont beaucoup trop discrets sur ce que nous sommes en train de faire, parce que ça concerne quand même 5 millions d'habitants. Nous sommes là pour en parler, Patrick Ollier. Mais je félicite la tribune qui le fait très bien, et Public Sénat aussi. Mais il y en a d'autres qui oublient de le faire. Antoinette Guhl, vous avez été élue avec une majorité municipale aux côtés d'Anne Hidalgo. La question du cadre de vie a été essentielle. Les Parisiens ont souhaité mettre le cadre de vie comme la priorité avec l'élection d'Hidalgo et de toute son équipe. Est-ce que la crise sanitaire que nous connaissons et la Covid amplifie justement l'attente des concitoyens, c'est-à-dire le cadre de vie devient encore plus prioritaire? J'ai envie de vous poser la question aussi en deuxième question, c'est est-ce que la ville du quart d'heure peut s'appliquer à l'échelle de la métropole, c'est-à-dire ce concept qui permet de vouloir rapprocher le lieu du travail à celui de l'hébergement ou de l'hébergement du logement au lieu du travail? Voilà, en quelques mots, est-ce que cette crise amplifie les priorités du cadre de vie pour nos concitoyens? Alors je pense que oui. Je pense que cette crise a justement mis l'accent sur une autre perception du cadre de vie, ou plutôt sur la réalité du cadre de vie, du nouveau cadre de vie qui s'imposait à nous pendant ce temps du confinement, pendant ce temps plus contraint en termes de déplacement et en termes de liberté. Et je crois là aussi que tous les habitants de la métropole, parce que la métropole a de grandes diversités en termes de cadre de vie, n'ont pas tous été logés à la même enseigne. Ce qu'on peut dire sur la métropole, c'est que c'est un territoire qui est extrêmement urbain. Ça, on le sait évidemment, mais les chiffres sont parlants. C'est 87% du territoire qui est un territoire construit, bâti, et seulement 13% du coup qui est un territoire d'espace naturel. D'espaces naturels divers, hein, ça peut être des forêts, ça peut être des jardins, ça peut être des parcs, ça peut être des cours d'eau, bien sûr. Et donc, qu'on soit à proximité ou non de ces espaces naturels change considérablement le cadre de vie, particulièrement dans la période qu'on vient de vivre, avec la crise qu'on vient de vivre. Je crois qu'on a pris conscience de l'importance en fait, des éléments naturels en ville, de l'importance de la nature en ville, et que ça nous donne aujourd'hui cette obligation d'aller encore plus loin et de permettre, bien sûr pour des raisons environnementales, nous allons y revenir, hein, j'imagine, de lutte contre le changement climatique, ou plutôt d'adaptation au changement climatique, mais aussi pour des raisons de santé, de bien-être, de prendre en compte cette dimension de nature en ville sur l'ensemble du territoire métropolitain et de rééquilibrer un peu, puisque bien sûr certains sont mieux dotés que d'autres, naturellement mieux dotés que d'autres ou historiquement mieux dotés que d'autres. Alors oui, il y a plus de nature et d'environnement au cœur des villes. On va en parler dans quelques instants avec Rémi Vialcollet, le directeur régional de Vinci Immobilier, qui est partenaire de la métropole du Grand Paris. Mais Antoinette Guhl, sur cette question de réinventer la ville à l'heure du Covid, où on dit réinventer la ville post-Covid, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi changer, réimaginer, bien sûr, par les mobilités douces, de peut-être, avec aussi le développement du télétravail, de revoir cette logique. On a parlé beaucoup de la ville du quart d'heure. C'était une idée qu'a beaucoup défendue Anne Hidalgo pendant cette campagne municipale. Est-ce que vous pensez qu'on peut la mettre à l'échelle de la métropole du Grand Paris? La question que vous posez, elle est particulièrement importante, je crois, au niveau de la métropole, parce que nous avons des zones d'attractivité qui sont très différentes les unes des autres. Et qu'en réalité, nous ne pouvons pas continuer à évoluer avec une telle aspiration économique telle qu'elle existe aujourd'hui, avec ce territoire parisien qui est très fort et très dense en activité économique et qui, quelquefois, ne permet pas à d'autres villes de pouvoir se développer suffisamment. Moi, j'en discutais avec l'ancien maire d'Arcueil il y a très peu de temps, qui me disait, lorsque vous sortez des incubateurs à Paris, en fait, vous les sortez au mètre carré nettement moins cher que ce que moi, je peux faire à Arcueil. Viens m'expliquer pourquoi une entreprise va s'installer à Arcueil plutôt qu'à Paris, qui a déjà l'ensemble des équipements
et j'allais dire aussi du monde économique qui gravitera autour d'elle. Donc, en fait, ce rééquilibrage doit avoir lieu effectivement au Grand Paris, mais il doit aussi avoir lieu pour des raisons environnementales. C'est que tous ces déplacements pendulaires, non seulement ils sont très coûteux individuellement, mais aussi collectivement, puisqu'en fait, ils vont aller générer de la pollution, de la perte de temps, des embouteillages, etc. Donc, on a aussi besoin de cette forme de relocalisation en interne pour chaque ville, et donc de repenser l'attractivité de chacune des villes et non aux dépens des autres. Et c'est là toute une réflexion économique que nous avons à avoir pour inventer une ville où il fait bon vivre. Maintenant, vous évoquiez la question de la ville du quart d'heure. Moi, je vais reprendre quand même quelques éléments parce qu'aujourd'hui, le problème de cette ville du quart d'heure, et je pense en particulier au centre-ville, ça n'est pas tout à fait valable pour Paris, mais c'est valable pour de nombreux centres-villes de villes de la métropole, sont aujourd'hui des centres-villes qui ont été désertés, et d'ailleurs il y a une action qui a été entreprise lors de la dernière mandature pour revitaliser ces centres-villes, du fait justement d'une politique d'aménagement et d'aménagement commercial aux abords des villes, d'ailleurs quelquefois grignotant, et souvent d'ailleurs grignotant sur des espaces naturels. Donc là j'allais dire c'est la double peine, non seulement ça oblige les centres-villes à fermer, mais en plus, ça enlève des espaces de nature. Donc c'est tout ce développement-là, que ce soit du développement économique, que ce soit les modes de travail, parce que vous en avez parlé, qui sont en train de changer, qui vont nous permettre effectivement d'accélérer un peu cette transition pour j'allais dire, une vie plus locale et peut-être plus apaisée. Plus apaisée. Alors justement, nous allons voir avec cette crise du Covid, que veulent les consommateurs, que veulent les concitoyens aujourd'hui quand ils s'adressent à, par exemple, un acteur comme Vinci Immobilier. Rémi Vialcollet, bonjour. Bonjour Jean-Christophe. La question justement, quand vous avez, je vois dans les bulles de vente, les franciliens qui vous interrogent sur leur logement, que ce soit les primo-accédants ou autres, ils veulent quoi? Est-ce que les besoins, les demandes ont évolué? On a dit que maintenant les franciliens veulent des terrasses, veulent des jardins. En quoi, selon vous, cette crise va changer les demandes justement de vos clients? Alors, les clients ont toujours voulu des terrasses ou des balcons, mais la période les a rendus indispensables. Et aujourd'hui, c'est pénalisant de ne pas en avoir. Donc nous, depuis un moment déjà, on le propose sur les opérations. Et il y a les balcons, il y a la taille des logements, il y a le fait d'avoir des espaces partagés, d'avoir des services en pied d'immeuble qui font effectivement, on a beaucoup parlé de mobilité, etc. Mais il y a quand même tout ce qui se passe autour de l'immeuble et un peu d'immobilité aussi, pour limiter nos déplacements. Donc ça, c'est ce qu'ils veulent. Après, il y a ce qu'on peut leur proposer, nous, en plus. Et aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que les opérations, les quartiers qu'on vient concevoir, améliorent la situation et le cadre de vie plutôt que la dégradent. Donc c'est intervenir sur des friches, des immeubles de bureaux qui sont plus occupés, ou des parkings d'intérêt régionaux, comme on l'avait fait à Arveil, Monsieur le Président, pour revenir refaire peut-être un quartier. On fait là maintenant, nous faisons la construction bas carbone, des immeubles en bois. Alors la filière est en apprentissage, hein, donc on paye un peu les pots cassés, mais il faut y aller. Voilà, donc la période est très excitante, je trouve, parce que on est déjà cette année dans une crise d'offres forte sur le logement du fait des élections plus le Covid, la Covid. Donc c'est difficile de relancer l'activité, mais c'est important. Moi, je le rappelle souvent à mon équipe de voir pourquoi on le fait. Notre client final, c'est la collectivité, ce sont les acquéreurs, et donc effectivement des usages, les nouveaux usages, le co-living, le coworking, etc., et de la qualité environnementale. Rémi Vialcollet, est-ce que la nature des relations de partenariat que vous avez avec les maires a évolué? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la façon que vous appréhendez les projets urbains, en tenant compte de ce que vient de dire Antoinette Guhl, avec bien sûr une importance au cadre de vie, à l'environnement, à la place de la nature, est-ce que les aspirations et votre mode de partenariat avec les maires a évolué? Je ne sais pas s'il a évolué. Il y a certains endroits où c'est plus compliqué, d'autres où c'est plus facile, mais c'est quelque chose qui prend du temps. On est partenaire au long cours des élus et on sait que les dossiers, on aimerait que ça sorte plus vite, mais il y a souvent plein de freins à lever. Donc aujourd'hui, je pense que
Ce qu'on attend de nous, c'est de l'accompagnement. Chacune, lorsqu'on est dans son appartement, dans sa maison, on n'a pas forcément envie d'avoir de nouveaux habitants à côté. Pourtant, le besoin est là. Et donc, il faut s'inscrire dans une démarche de win-win, de gagnant-gagnant, apporter des services en cœur d'immeuble, de l'usage, venir convaincre la population, aider les élus lors de réunions publiques, aussi accepter que les projets soient modifiés du fait de la concertation. On va lancer, nous, à Saint-Cyr-l'École, notre première opération en 100% co-conception. Donc là où sont les futurs acquéreurs et la collectivité qui conçoivent à nos côtés l'immeuble. On a souvent dit que le secteur de la promotion immobilière est un secteur qui innovait peu. On va en parler, Robert Ribaton. Est-ce que vous avez le sentiment, depuis ces 3 dernières années, qu'il y a eu beaucoup de changements, d'accélération, tenant compte des enjeux, notamment écologiques ? Alors, je ne sais pas si notre secteur innovait peu, mais en tout cas, c'est vrai que je dois dire que depuis 3 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent. On est en apprentissage. Certains diraient que c'est très dur, mais au moins, je trouve qu'on va dans le bon sens. Le groupe Vinci a pris l'engagement, il a lancé de réduire ses émissions directes de 40% d'ici 2030. On a aussi toutes les réflexions effectivement sur la filière, parce que le BTP, sur le réchauffement climatique, on est quand même une grosse partie du problème, et donc à nous d'être aussi la solution. Donc voilà, je pense que là, tout le monde y va. Alors, de marche forcée pour certains, de marche volontaire pour d'autres, mais on n'a pas vraiment le choix en tout cas. Robert Ribaton, économiste connu et auteur de La Ville pour tous. Quand on parle de la question du cadre de vie, on parle bien sûr de la question aussi de la production de logements, parce que c'est vrai que l'on peut parler longtemps du cadre de vie, mais il y a aussi la question de l'accession à un immobilier qui reste quand même relativement élevé dans l'Île-de-France. Alors vous avez des positions assez tranchées, quelquefois même vous aimeriez réguler peut-être un peu plus ce logement pour le rendre beaucoup plus accessible. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, on parle de relance économique à l'échelle de ce Grand Paris, qu'on est dans un moment où à la fois il faut bien entendu accélérer les projets, comme ça a pu être fait ces dernières années avec Inventons la métropole, mais aujourd'hui il y a quand même beaucoup de nouveaux maires aussi qui mettent un petit peu le pied sur le désaccélérateur alors que la demande est très forte. Oui, je pense qu'effectivement, le premier élément du cadre de vie, c'est le logement. Il y a encore une trop grande partie des Franciliens qui sont mal logés, qui sont dans des conditions de suroccupation. On a beaucoup fait pendant cette crise la confusion entre la densité et le virus, alors que le problème n'est pas la densité et le virus, le problème c'est la suroccupation. Vous pouvez avoir un quartier très dense avec de la hauteur et donc des grandes surfaces par habitant, et inversement avoir un quartier peu dense mais avec de la suroccupation des logements et avec des gens qui se transmettent le virus, et c'est pour ça qu'on a vu une plus forte incidence du virus dans certains quartiers populaires en Île-de-France, mais aussi à Londres ou à New York. Donc l'objet aujourd'hui, je pense que conjointement, et c'est peut-être le combat principal, les transports sont un excellent combat, et c'est grâce aux transports qu'on peut désenclaver les territoires, mais derrière, il faut qu'on ait un engagement de logement. Et je me rappelle, quand le début de la loi avait été écrit, on avait pris l'engagement collectif de 70 000 logements chaque année de produits. La réalité, c'est qu'on confond souvent les mises en chantier, les autorisations de mise en chantier, brutes, elles ne sont pas nettes des destructions de logements, avec ce qui est la production de logements nets. Et le parc croît beaucoup moins vite que ces 70 000. On est plutôt sur une progression de 50 000, alors même que les besoins sont encore plus forts. Je rappelle juste que l'Île-de-France, en termes de sociologie, l'Île-de-France a toujours été devant la France en termes de nombre de personnes par ménage. D'une part parce que les comportements étaient plus en avance. Je ne sais pas si on peut dire plus modernes, mais en tout cas, les gens quittaient leur domicile parental plus tôt, les couples avaient commencé à divorcer un peu plus tôt que dans le reste de la France. Depuis le milieu des années 2000, l'Île-de-France est derrière la France en termes de cohabitation, de nombre de personnes par ménage. Donc ça montre qu'il y a une cohabitation forcée. Pourquoi tant de personnes ont quitté la zone dense aussi pendant la période de confinement? Parce qu'ils étaient eux-mêmes dans des situations de cohabitation forcée. Donc on a un objectif, un enjeu collectif de construction de logements massifs. Et je pense que cette crise nous a montré qu'on a besoin. Peut-être que demain, il y aura moins besoin de bureaux. On en parle tous, télétravail, très bien. Mais en tout cas, s'il y a une chose dont on a besoin, c'est effectivement du logement. Et je pense que là, on est en retard. On est en retard d'un point de vue structurel. Voilà, je pense même s'il y a eu beaucoup d'efforts entre 2015 et 2018, on a rattrapé une bonne partie du retard. Le problème, c'est que depuis 2 ans, les choses baissent un petit peu. Et on a un retard conjoncturel énorme lié à cette crise du confinement, lié à peut-être parfois des retards d'instruction des permis, lié à des difficultés d'organisation
réalisation sur les chantiers également. Et donc, je pense que ce chantier du logement qu'on ne voit pas réellement transparaître dans le plan de relance au niveau national, je pense qu'on le voit que les opérateurs locaux, la métropole, la ville, la région s'en saisissent et aujourd'hui ils veulent faire du logement pour répondre à cette demande. Et cette demande, elle est vraiment très urgente. Comment vous réagissez aux propos de Nicolas Sarkozy ce matin, qui a dit la première décennie, ça a été la décennie des infrastructures, du Grand Paris Express, et sa vision à lui des 10 prochaines années, ça doit être le Grand Paris du logement. Je pense que c'est une excellente vision et on peut se féliciter de certains concours. Vous en parliez tout à l'heure, des concours tels qu'Inventer la métropole qui ont permis la mise en chantier de plusieurs dizaines de milliers de logements. Mais il faut qu'on aille encore plus loin et ça, c'est pas la responsabilité des autorités locales, c'est dans le diffus, c'est des petites opérations. Il faut qu'on puisse encore produire plus de logements. Il nous faut une Inventer la métropole 3, 4, 5, 6 où on continue de faire du logement parce que je rappelle juste quelque chose. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de la ville métropole de Tokyo. Donc la métropole de Tokyo est une métropole, la première métropole mondiale, très bien. Il y a une chose qui différencie Tokyo de toutes les autres métropoles depuis 20 ans, c'est que les prix du logement n'y ont quasiment pas progressé. Ils n'y ont pas progressé parce que cette ville construit beaucoup plus de logements que toutes les autres villes réunies. Et donc aujourd'hui, c'est une ville qui continue d'attirer, qui permet à des gens avec des revenus modestes de se loger dans cette ville-là, ce qui aujourd'hui est quand même un frein qu'on peut voir dans certains endroits, pas de partout, mais dans certains endroits de la zone dense dans notre région. Alors, le Grand Paris du logement, est-ce que c'est ce qui marquera cette prochaine décennie? Patrick Ollier, votre réaction par rapport à ce qu'a dit Nicolas Sarkozy ce matin, ici même? Je trouve qu'il a raison. Il a raison parce qu'il y a des problèmes qui se posent, il faut les régler, et qu'on ne peut pas envisager d'aller plus loin si on ne commence pas par régler les problèmes qui se posent aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce problème de logement, c'est vrai que les 70 000 logements sont prévus dans une loi, je le rappelle, une loi que nous avons votée, qui ne sont pas respectés parce qu'effectivement, il n'y a pas suffisamment de projets. Nous, la métropole, nous avons voulu accélérer le processus. Et j'ai donc fait en sorte de mobiliser les maires, parce que ce n'est pas moi qui décide sur les maires. On a fait en sorte de mobiliser les maires pour que dans 77 villes différentes, ils nous proposent des terrains pour engager ce concours. Alors, il y a eu Inventant la métropole 1, 2, vous dites combien? 3, 4, 5, 6 moi, je suis là pour 6 ans seulement, donc on verra. Mais je pense qu'il y aura Inventons la métropole 3, auquel déjà nous avons commencé à travailler. Mais avant de lancer un concours, il faut qu'on digère déjà ce qui a été fait. Je parle devant des spécialistes. On ne peut pas lancer des concours et engager des actions uniquement pour se faire plaisir par rapport aux projets qu'on peut avoir. Il faut le faire par rapport aux réalités de terrain, par rapport à l'appétence que les maires ont de vouloir s'engager. Il y a beaucoup de nouveaux maires, il faut les convaincre, il faut leur expliquer. Mais surtout, il faut faire en sorte que ceux qui financent, parce que ce n'est pas nous qui finançons, aient la capacité de financer. Ce qu'a dit Nicolas Sarkozy ce matin est très important sur l'emprunt, le crédit, qui est aujourd'hui à un taux quasiment zéro. Et il est important que l'on puisse à ce moment-là, effectivement, pouvoir investir. Donc moi, je suis très partant sur un concours 3, mais je veux avant réunir les acteurs pour être bien certain qu'ils seront au rendez-vous pour pouvoir financer ce qu'on lancera. Antoinette Gull, réussir le Grand Paris du logement, est-ce que ça sera suffisant pour améliorer le cadre de vie? Alors moi, ce que m'inspire quand même comme réflexion, ce qui vient d'être dit avec ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'on est déjà dans une zone qui est très urbanisée, avec une faible partie d'espace naturel, c'est que la construction ne doit pas aller enlever des espaces naturels au Grand Paris. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que nous devons tendre vers la débitumisation et vers la conquête de nouveaux espaces naturels. Et donc, il va falloir concilier ces deux exigences. Et c'est là la difficulté. C'est de concilier ces exigences, c'est-à-dire qu'on doit arriver à 20-25% d'espace naturel pour le Grand Paris et, dans le même temps, réussir à répondre à cette demande importante de logement, réussir à construire, alors j'allais dire aux bons endroits, donc il y a effectivement des arbitrages à faire et peut-être une coordination à avoir. Le deuxième point, et là je me permets de rebondir sur ce que disait notre interlocuteur de Vinci, c'est que les modes de construction doivent changer également. Vous avez sans doute entendu parler des problèmes des îlots de chaleur, et les îlots de chaleur aujourd'hui en ville sont un véritable problème, et ils deviendront
encore plus dans les années à venir. Donc il va falloir qu'on change les méthodes même de construction, qu'on change les matériaux. Alors oui, il va falloir utiliser moins de béton, il va falloir utiliser des matériaux biosourcés, il va falloir construire et déconstruire en économie circulaire, en prenant soin de bien recycler les déchets du bâtiment. Et donc toute cette révolution qui doit se mettre en marche pour les constructeurs, j'allais dire, et les promoteurs, eh bien, c'est aussi le grand défi qui nous attend. Une réaction de Patrick Ollier, et puis après on fera réagir Rémi Vial-Collet. Une réaction parce que ma vice-présidente Antoinette Gull vient de prendre ses fonctions et elle n'a pas eu le temps de regarder le SCOT de la métropole. Et que nous avons mis en place un schéma de cohérence territoriale, un SCOT, qui justement prévoit ce qu'elle est en train de dire. Et que dans ce SCOT, il y a 30% de pleine terre qui sont prévus. Et il y a effectivement la désimperméabilisation des sols qui est prévue. Nous ne l'avons pas fait voter avant les municipales parce que j'ai estimé que c'était aux nouveaux élus de prendre cet engagement qui est essentiel pour 15 ans à venir et qui va permettre de fédérer l'ensemble des 131 villes sur ces 15 ans dans tous les domaines, transport, santé, construction, préservation des espaces verts, retour à la nature en ville, agriculture urbaine, etc. etc. Et que ce SCOT, maintenant, nous allons engager le travail pour pouvoir le faire voter le plus rapidement possible. Donc tout ce que tu viens de dire sera prévu et obligatoire grâce au schéma de cohérence territoriale de la métropole. Pardonnez-moi de faire valoir les qualités de la métropole du Grand Paris, Madame la vice-présidente. Oui, et c'est bien pour ça que j'y faisais allusion, Monsieur le Président. C'est parce que je sais bien que c'est inscrit dans les lignes, et donc je dis ça doit être, et ça tombe bien puisque ça va l'être, en tout cas une fois que ce sera voté, ça doit être notre objectif et ça doit être obligatoire. Et donc je répondais à cette nécessaire conciliation de ces objectifs et des usages, bien sûr, de la ville, logement, travail, mais aussi nature. On arrive au terme de ce débat, un cadre de vie, une priorité pour tous. Je vais vous demander quand même à chacun, tout d'abord Antoinette Gull, on terminera par Patrick Ollier. Justement, pour vous, votre vision et votre rêve pour ce Grand Paris à horizon 10 ans, puisque nous célébrons aujourd'hui la promulgation de la loi du Grand Paris. Eh bien, que nous réussissions à être une grande écométropole, que nous réussissions cette transition écologique. Vous savez, on dit souvent, nous avons 10 ans pour changer le monde. C'est juste la durée que vous me donnez là pour imaginer, j'allais dire, un Grand Paris. Eh bien, que nous réussissions cette belle transition écologique qui sera nécessaire, absolument nécessaire aux générations à venir. Merci Antoinette Gull. Rémi Vial-Collet, est-ce que les acteurs comme Vinci Immobilier sont prêts à relever ce défi du Grand Paris du logement? Et comment, d'après vous, les choses peuvent aller plus vite? On a souvent entendu aujourd'hui qu'il y a encore trop de technocratie, trop de circuits longs. On est justement dans une période où on dit qu'il faut plus de circuits courts. Comment on peut améliorer, comment on peut fluidifier les projets, tout en tenant compte, bien sûr, des enjeux à la fois environnementaux et aussi, bien sûr, tenir compte de la concertation nécessaire dans tous vos projets avec les maires? Déjà, ce que je nous souhaiterais, c'est qu'on puisse faire. Aujourd'hui, l'un des enjeux principaux est le fait que les gens puissent se loger dans de bonnes conditions et qu'on a un problème récurrent d'offres. Donc c'est compliqué de construire. Et donc ça, c'est une difficulté en plus des enjeux qui sont environnementaux qu'il faut relever et qu'il faut venir faire. Donc déjà, c'est que il y a certains maires qui ont cette volonté, d'autres qui l'ont pas, et c'est très hétérogène. Et ils ont tous de très bonnes prérogatives, de très bonnes raisons pour ça, hein, des problèmes d'équipement, etc. Donc déjà qu'on puisse le faire. Donc c'est pas des questions d'équilibre, d'équipement, ce genre de choses. Et ensuite. Enfin, ce que j'aimerais en tout cas au bout dans 10 ans pour la métropole, c'est qu'on ait réussi le défi d'avoir une mixité d'usage, qu'effectivement dans certains îlots, et on est en train de le faire à Suresnes par exemple, on vient acheter un immeuble de 10 000 m² au sol complètement artificialisé et on vient refaire de la biodiversité et redonner 8 000 m² d'espace vert. Donc c'est possible, il y a des solutions, mais il faut convaincre les populations, etc. Donc voilà, je pense que tous impliqués, on peut y arriver, mais il faut qu'on puisse le faire. Voilà. Qu'on ose le faire. Voilà. On suivra tout ça avec beaucoup d'intérêt, Rémi Vial-Collet, sur les projets et les réalisations de Vinci Immobilier. Robert Ribaton, votre rêve? Dans 10 ans, de manière provocatrice, je dirais que j'aimerais que le prix de l'immobilier ait baissé. Non pas parce qu'il y ait moins d'habitants, mais tout simplement parce qu'on ait construit suffisamment de logements pour que tous les franciliens puissent habiter dans des beaux logements de qualité, avec des espaces extérieurs, avec vue sur la nature évidemment, quitte à ce que ce soit un petit peu en montant en hauteur les bâtiments, puisque l'équation, si on doit libérer plus de pleine terre et qu'on doit loger plus de gens, forcément ça passe un petit peu par de hauteur.
Merci Robin Rivaton, auteur de La Ville pour tous, que je vous recommande. Patrick Ollier, c'est à vous la conclusion. Votre rêve, votre ambition dans 10 ans, on se dit quoi? Mon ambition, c'est que les habitants de la métropole s'approprient la métropole. Et nous pourrons faire en sorte qu'ils se l'approprient que si elle est stabilisée et que si l'État, effectivement, par rapport à la métropole, on parle bien d'elle en ce moment, par rapport à la métropole, que l'État fasse en sorte de clarifier les choses par rapport à nos pouvoirs qui doivent être augmentés, car on ne peut pas avoir une dissociation des pouvoirs à ce niveau-là qui est un empêchement à ce que vous disiez tout à l'heure sur les constructions. Tout à l'heure, on parlait des lois qu'il faut simplifier. On attend la simplification administrative qui n'arrive pas. Par exemple, les recours abusifs dans votre domaine. Et il faut 3 à 4 ans pour sortir un projet. Et quand on voit que dans d'autres pays, en l'espace d'1 an et demi, les projets sortent. Donc il y a tout un ensemble de simplifications pour accélérer le processus de métropolisation qui ne dépend pas de nous. Il faudrait que l'État s'y attache. Ensuite, je répète que la population s'approprie et qu'elle nous aide à développer nos actions, renforcer nos pouvoirs et faire en sorte que cette métropolisation nous permette d'avoir de l'audace et de voir loin, très loin. Tout à l'heure, le débat entre Anne Hidalgo et Édouard Philippe m'a passionné parce que je suis partisan, moi aussi, de ce port maritime de la métropole qui est le Havre. Donc, élevons le débat en ayant des projets très ambitieux et vous verrez qu'à ce moment-là, tout naturellement, ça suivra derrière. Parce que si on est limité au bout de nos chaussures, on ne va pas bien loin et personne ne bouge. Si en revanche on va très très loin, derrière, ils sont obligés de suivre, y compris l'État. Voilà, donc voyons loin pour l'avenir de la métropole du Grand Paris. Merci à vous 4 d'avoir participé à ce débat. Le cadre de vie, une priorité pour tous, qui conclut ce débat ici avec Public Sénat et la Tribune. Merci à vous 4.